Donc, vous voyez bien ma présentation? Super. Donc, voilà, je vais vous parler du travail invisible et de son impact sur les femmes et sur l'égalité de genre. Donc, je vais juste partir mon petit... excusez-moi. OK. Donc, mon point de vue, comme Nathalie l'a dit, je représente la FEAS qui travaille depuis la fondation de l'association dans les années 60 sur la reconnaissance du travail invisible. Et dans les dernières années, on a réalisé qu'il y avait de plus en plus de groupes et d'associations qui œuvraient sur cet enjeu-là, mais qu'il manquait vraiment de concertation entre les différentes associations. Donc, ça nuisait à l'avancement de la cause. C'est pour ça qu'en janvier 2020, on a mis sur pied le Comité interassociation pour la valorisation du travail invisible, qui regroupe une douzaine d'organisations et aussi 2 membres expertes, donc Camille Robert et Nicole Demers, qui sont avec nous aujourd'hui et qu'on va avoir la chance d'entendre par la suite. Je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux encore juste vous demander d'éteindre vos micros parce que je suis un peu, ça me, ça me brise un petit peu ma concentration. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que le travail invisible? D'abord, avec le comité interassociation, la première chose qu'on a faite, c'est de s'entendre sur une définition commune du travail invisible parce qu'on se rend compte que, dépendamment de qui parle du travail invisible, ça inclut pas nécessairement les mêmes éléments. Donc, notre définition du travail invisible, c'est le travail qui est effectué sans rémunération ou de façon sous-rémunérée, notamment tout le travail qui est effectué au sein de la famille, donc les tâches domestiques, familiales, le soin aux enfants, la cuisine, le ménage, tout ça, et également la charge mentale et émotionnelle qui vient avec ces responsabilités-là. Également, un autre élément très important du travail invisible, c'est la proche aidance. Donc, c'est le soin, l'accompagnement des personnes proches, malades ou en perte d'autonomie ou qui ont des besoins particuliers. On inclut aussi dans le travail invisible le travail qui est effectué au sein de l'entreprise familiale, encore une fois sans rémunération ou de façon sous-rémunérée, ainsi que le bénévolat et le travail qui est effectué dans le cadre de stages non rémunérés. Donc, pourquoi c'est important le travail invisible? Pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce qu'encore aujourd'hui, ce travail-là est effectué majoritairement par les femmes. Donc, c'est certain, il y a des exceptions, il y a des hommes qui font beaucoup de travail invisible, mais encore aujourd'hui, en 2021, il y a une tendance certaine là, qui fait en sorte que ce travail-là est majoritairement effectué par les femmes. Et ce travail-là est aussi beaucoup trop pris pour acquis et pas suffisamment reconnu. Ça a pour effet de pénaliser les femmes dans leur épanouissement, autant au niveau personnel, social, professionnel et économique. Et ça augmente leur risque de se retrouver en situation de précarité et de vivre dans la pauvreté tout au long de leur vie. Ça a aussi des conséquences très importantes sur leur santé physique et mentale. La non-reconnaissance du travail invisible et sa répartition inégale découlent de normes sociales et culturelles d'une autre époque. Donc, de l'époque où les hommes étaient les seuls dans la famille à aller travailler, gagner un revenu pour la famille et les femmes avaient vraiment la responsabilité de rester à la maison pour s'occuper de la maison, des enfants, tout ça. Donc, on s'entend que les choses ont changé, c'est plus comme ça et maintenant, dans la plupart des familles, c'est les 2 parents qui vont travailler, qui ramènent de l'argent. Et donc, le fait que les tâches invisibles reviennent encore beaucoup aux femmes, ça crée vraiment un déséquilibre en termes de charge de travail. Donc, ça s'appuie beaucoup sur des stéréotypes genrés qui n'ont plus lieu d'être, qui n'avaient pas nécessairement lieu d'être non plus avant, mais qui doivent vraiment être déconstruits. Et c'est vraiment, ça se perpétue à cause des facteurs sociaux. Donc, ce n'est pas des facteurs biologiques. On n'est pas né avec une prédisposition génétique à faire la cuisine et le ménage. Donc, c'est vraiment depuis qu'on est enfant qu'on se fait dire, dans le fond, qu'on se fait encourager
à démontrer certaines habiletés ou à faire certaines tâches. Et ça nous apprend vraiment qu'est-ce qui est attendu des femmes, qu'est-ce qui est attendu des hommes. Et de plus en plus, on entend parler de comment ces rôles genrés-là peuvent avoir des impacts vraiment néfastes sur les jeunes et sur les personnes en général. Donc, c'est vraiment important de s'attaquer à ces constructions sociales-là très, très rigides et, et néfastes. Donc, la non-reconnaissance du travail invisible et sa répartition inégale contribuent vraiment à perpétuer et à renforcer les inégalités de genre dans la société. Ici, on a un beau graphique qui montre un peu la comparaison entre le travail effectué qui est fait par les hommes et les femmes au Canada. Les statistiques datent de 2015. Donc, ça, c'est un autre problème important qu'on revendique, dans le fond, avec le comité, c'est qu'il nous manque vraiment de données fiables et récentes sur le travail invisible. Et on sait que c'est vraiment pour bien s'attaquer à un problème, trouver des solutions, c'est important de pouvoir chiffrer et de comprendre comme il faut la situation et de voir l'évolution de façon assez dans le fond, de ne pas attendre 7 ans là, avant d'avoir des nouvelles données. Mais bon, pour l'instant, on a les données de Statistique Canada qui datent de 2015 et qui nous montrent que les femmes effectuent en moyenne 3,6 heures par jour de travail invisible contre 2,4 heures par jour pour les hommes. Donc, on peut se dire, ah, c'est pas si pire que ça. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup, mais si on regarde sur une année, ça donne un total de 438 heures de plus par année qui est effectué par les femmes en travail invisible. Et ça équivaut à peu près à 11 semaines de 40 heures de travail invisible de plus par jour, par année là, qui est faite par les femmes. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est au Canada. Donc, si on regarde rapidement la situation à travers le monde, ça, c'est des données d'Oxfam. Ça nous montre que les femmes et les filles réalisent plus du 3/4 du travail de soins non rémunéré dans le monde. Et ça, c'est une définition là, plus pointue, en fait. C'est le travail de soins non rémunéré, donc ça n'inclut pas tous les autres éléments là, dont on a parlé dans ce qu'on définit comme le travail invisible. Et ensuite, c'est 12,5 milliards d'heures de travail invisible qui est fait par jour par les femmes et les filles dans le monde. Et ça représente une contribution à l'économie mondiale d'au moins 10 800 milliards de dollars américains par année. Donc, c'est vraiment énorme. Et si on se rappelle que c'est du travail qui est effectué gratuitement, on peut comprendre facilement là, comment les femmes se retrouvent vraiment perdantes dans cette dynamique-là. Également, c'est 42 des femmes dans le monde qui ne peuvent pas accéder à un travail rémunéré du fait de leurs responsabilités en matière de travail invisible. Si on regarde pour les hommes, c'est seulement 6 des hommes qui sont dans cette situation-là. Et finalement, dans les communautés rurales ou dans les pays à bas revenus, les femmes consacrent jusqu'à 14 heures par jour au travail invisible. Donc, ça, c'est à peu près 5 fois plus que les hommes dans les mêmes communautés. Donc, c'est vraiment énorme. Maintenant, si on revient un peu au Canada, comment le travail invisible appauvrit les femmes? Excusez-moi, j'ai mal avalé ma gorgée d'eau. Je suis vraiment désolée. OK. Donc, le travail invisible occasionne une double charge dans la vie des femmes et les appauvrit. Excusez-moi, 2 secondes. Ouf, OK, désolée. Donc, dans le fond, tout le temps et l'énergie qui est accordée aux tâches invisibles, c'est du temps et d'énergie qui ne peut pas être accordé à d'autres choses, notamment à la vie professionnelle. Donc, souvent, ça fait en sorte que les femmes doivent réduire leurs heures de travail rémunérées et donc, ça réduit également leurs revenus. Souvent aussi, ça fait en sorte que les femmes doivent s'absenter du travail. Par exemple, quand il y a un enfant qui est malade, qu'on doit aller chercher à l'école, c'est beaucoup plus souvent les femmes, dans le fond, les mères qui vont s'absenter du bureau pour aller chercher l'enfant que le père. Également les pauses professionnelles, donc soit les congés de maternité
ou s'il faut s'absenter pendant plusieurs mois ou même quelques années pour s'occuper d'un parent ou d'un proche qui est malade ou en fin de vie. Également, toutes ces responsabilités-là peuvent causer un surmenage ou un burn-out et donc un arrêt de travail. Tout ça, ça peut gravement entraver l'avancement professionnel des femmes et donc faire en sorte qu'elles gagnent un salaire moins élevé. Et évidemment, ces coupures-là se répercutent sur toutes les cotisations, les bénéfices qui sont proportionnels au salaire gagné et aux heures travaillées, et donc sur la retraite. Donc, ça explique donc que les femmes peuvent se retrouver vraiment en situation de précarité, de pauvreté, là, vraiment tout au long de leur vie à cause du travail invisible. Ici, c'est un exemple assez concret de comment le travail invisible des familles, des femmes est vraiment pas assez valorisé. Si on regarde en 2018, une famille qui a un enfant handicapé va recevoir en moyenne 25 632 par année pour s'occuper de cet enfant-là. Tandis que si l'enfant handicapé est placé en famille d'accueil, la famille d'accueil va recevoir en moyenne 44 254 Donc, on voit que c'est une énorme différence. Et maintenant, si on regarde dans le cas où l'enfant est placé en milieu hospitalier, ça va entraîner des coûts entre 48 000 et 81 000 par année à l'État. Donc, si on regarde ces montants-là versus le 25 632 qui est accordé aux parents, on voit que il y a vraiment une dévalorisation là, du travail qui est fait par les familles et généralement par les femmes. Maintenant, quelques mots sur la charge mentale, parce que c'est vraiment un aspect très important du travail invisible. Ici, on a une belle illustration de Béatrix Vincent que je trouvais qui illustrait bien la charge mentale. La charge mentale, c'est un concept dont on entend de plus en plus parler et qui a fait nouvellement son apparition dans Le Petit Larousse en 2020. Donc, la charge mentale, c'est le poids psychologique qui a fait peser plus particulièrement sur les femmes la gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Ici, on a un exemple, un extrait de la BD Fallait demander d'Emma, qui est une BDiste française et qui, je trouve, démontre très bien c'est quoi la charge mentale. Donc, on a l'exemple de la femme qui revient de travailler le soir puis qui voit que son mari ou son partenaire n'a pas fait la vaisselle et son partenaire fait juste dire ben, tu ne m'avais pas demandé. Donc, c'est un peu cette idée-là que la charge mentale, c'est un peu d'avoir le rôle de chargé de projet et de devoir penser à toutes les étapes qu'il faut accomplir, de planifier tout le travail qu'il y a à faire, alors que souvent, l'homme dans le couple va occuper le rôle un peu comme de stagiaire qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, qui attend qu'on lui dise, puis qui ne voit pas le travail qu'il y a à faire et qui ne prend pas l'initiative. Donc ça peut être assez lourd comme charge à porter et c'est encore beaucoup les femmes qui portent cette charge-là. Et ici, on a un autre extrait de la BD d'Emma qui montre que c'est difficile de vraiment décrocher, même les moments qu'on prend pour relaxer. Souvent, les femmes, on va continuer à réfléchir à tout le travail qu'il y a à faire. Et donc, on a de la difficulté à vraiment lâcher prise et à relaxer. Donc, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Là, la BD d'Emma est accessible gratuitement en ligne. Donc, vous pouvez faire une petite recherche. Ça s'appelle Fallait demander. Et ici, on a une petite capture d'écran qui vient du compte Instagram Happy as a Mother et qui montre un peu les différents éléments qui sont ajoutés à la charge mentale et au travail invisible avec la pandémie. Donc, il y a c'est des exemples, là. Donc, le désinfecter, devoir s'adapter sans cesse, d'avoir assez de provisions, essayer de rester zen, de faire le travail à la maison, l'école à la maison pour les enfants, essayer de garder la vie aussi normale que possible pour la famille, etc. Donc, on voit que déjà, le travail invisible et la charge mentale, c'est lourd à porter en temps normal. En tant que pandémie, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent à tout ça. Donc, maintenant que je vous ai exposé tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, comme je le disais, la FEAS travaille et se mobilise autour de l'enjeu du travail invisible depuis plusieurs années, mais récemment, on a un nouveau projet qui s'appelle Le travail invisible, ça compte. Et c'est
dans le cadre de ce projet-là qu'on a mis sur pied le comité interassociation pour la valorisation du travail invisible. Et malgré certains progrès depuis l'époque de nos grands-parents et de nos parents, on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire. Donc, avec le comité, on réclame une amélioration des mesures économiques, sociales et fiscales pour une meilleure reconnaissance de la valeur du travail invisible. Donc, on voit vraiment à quel point le travail invisible est essentiel au fonctionnement de la société. Si on décidait toutes de faire la grève demain matin, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas dans la société. Donc, c'est de reconnaître l'importance et la valeur de ce travail-là. Également, c'est pour mieux protéger et appuyer les personnes qui font le travail invisible, donc encore majoritairement les femmes, et pour faire en sorte de, dans le fond, protéger leur santé, leur bien-être mental et physique, et aussi faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans la pauvreté là, ou la précarité financière à cause du travail invisible qu'elles effectuent. Et finalement, d'assurer une meilleure répartition des tâches invisibles au sein de la famille et de la société. Donc, si vous voulez voir plus en détail nos revendications, je vous invite à aller voir notre manifeste pour la valorisation du travail invisible sur notre site Internet. Je vais vous partager le lien tout à l'heure, mais en gros, nos deux revendications prioritaires, c'est de calculer et reconnaître la valeur monétaire du travail invisible et de l'intégrer au calcul du produit intérieur brut, donc le PIB. Si vous voulez, on pourra en reparler là, dans la période de questions si ça vous intéresse. Et auprès des gouvernements du Québec et du Canada, on demande de décréter officiellement le premier mardi d'avril comme la Journée nationale du travail invisible. Et éventuellement, on aimerait que les pays membres de l'ONU reconnaissent cette journée-là comme la Journée internationale du travail invisible. Donc, cette année, premier mardi d'avril, ça va avoir lieu le 6 avril. Et ça va être la 21e édition de la Journée du travail invisible qui a été créée par la FEAS. Et en vue de cette 21e journée du travail invisible, on vous a préparé une belle série de panels qui vont être gratuits et ouverts à tous et toutes. Donc, à partir du 8 mars, à chaque semaine, on va vous présenter un panel sur le travail invisible, mais sur différents thèmes, en fait, du travail invisible. Donc, il va y avoir les femmes dans le monde pour le 8 mars, les femmes immigrantes le 16 mars, les personnes proches aidantes le 23 mars et les productrices agricoles le 30 mars. Et pour chaque panel, là, on a une belle grappe de panélistes là, assez diversifiés. Donc, ça s'annonce très, très intéressant et je pense qu'on va avoir des échanges assez riches sur le sujet. Et finalement, le 6 avril, pour la Journée du travail invisible, on va avoir une activité spéciale. Donc, on vous invite à rester à l'affût. Et finalement, ma dernière petite plug, pour le comité du travail invisible, on a un super beau site Internet. C'est travailinvisible.ca. Donc, je pourrais vous envoyer le lien dans le chat tout à l'heure. Dans le fond, en allant sur ce site-là, vous pouvez vous inscrire à tous les panels. Vous pouvez aussi accéder à différentes ressources et des outils qu'on a créés et qu'on continue à créer, à rendre accessibles sur le site. Et surtout, vous pouvez aller appuyer notre manifeste. Donc ça, on essaie d'accumuler le plus d'appui possible de la population et de divers organismes pour, dans le fond, ajouter du poids à nos revendications auprès des gouvernements. Donc, en allant sur le site Internet, vous pouvez ajouter votre nom pour appuyer nos revendications. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère